Hey, bonjour à tous et bienvenue chez Cinesly. Aujourd'hui, je vais parler d'un film que j'aime beaucoup, un de mes préférés, quand même après L'Exorciste, L'Exorcisme d'Emily Rose. Alors, vous voulez savoir entre le film, la réalité, la fiction et deux trois photos que j'ai pu faire dans le film qui m'ont fait penser que le réalisateur était quand même assez catholique. Alors, vous êtes prêts, ça tombe bien, moi aussi, c'est parti. L'exorcisme d'Emily Rose, un film de 2005 réalisé par Scott Derrickson, à qui on lui doit notamment euh, les Sinister et les Black Phone. Hein. Il a fait ses preuves depuis. Hein. Je crois que c'est un de ses premiers grands films. Il a dû tourner quelques petits épisodes de série avant. Avec Jennifer Carpenter, qui n'a rien à voir avec le célèbre Big John, qui est son premier rôle assez réussi et j'ai envie de dire habité, hein, sans mauvais jeu de mots par rapport à la possession. Laura Linney, qui joue le rôle de l'avocate, très très bon rôle également, une très bonne actrice. Et également Tom Wilkinson, excellent dans le rôle du prêtre. C'est quoi l'exorcisme d'Emily Rose? Donc, c'est l'histoire basée d'une histoire vraie d'Annelies Michael, hein, une jeune Allemande de 1971. Je ne vais pas trop en redire, je vais stopper là, on en reviendra tout à l'heure. C'est l'histoire vraie. Donc c'est une histoire vraie, donc qui fut l'objet d'ailleurs d'un autre film beaucoup moins spectaculaire, intitulé Requiem, qui est sorti en 2006, un film allemand, je crois. Alors l'histoire, je cite, convaincue d'être possédée par le diable, une jeune fille et sa famille fait appel à un prêtre pour l'exorciser, mais la jeune fille trouve la mort et le prêtre est alors accusé d'homicide. Ce dernier se retrouve au cœur d'un procès qui changera les convictions de tous. Donc un film particulier où on voit pas tant que ça les scènes d'exorcisme, hein, mais c'est plutôt presque un huis clos, j'ai envie de dire, à part quand ils racontent chacun leur tour, leur façon de voir, et qui fait partie justement un des points forts que je vais citer. Alors, je cite donc les points forts que j'ai trouvés dans ce film. Donc, le film de Derrickson joue sur les divergences entre la croyance et la médecine. Et oui, c'est encore une fois le combat entre la croyance, hein, comme j'ai cité, on croit ou pas à la possession et à la médecine, en disant oui, mais non, elle n'est pas possédée, elle a une maladie, etc., etc. Ces deux oppositions nous impliquent directement dans le procès et nous forcent presque à prendre une direction. Et oui, c'est ce que je reproche au film un peu, c'est qu'on veut nous laisser croire qu'on a notre propre jugement, mais à fur et à mesure de l'histoire, hein, c'est ce que j'ai noté d'ailleurs, le penchant religieux est bien là, on insiste bien quand même vers cette direction. Et j'ai envie de vous dire, c'est un peu normal, hein, car par documentation, le réalisateur avait un penchant religieux. Donc son film, d'ailleurs je vais vous citer quelques exemples, pardon, hein, m'a fait penser bien que, en effet, le réalisateur, tout du moins à l'époque, était bien croyant. Grâce à l'ambiance, le mal est palpable à tout moment. Donc on ne voit rien, certes, mais c'est assez oppressant, surtout avec l'avocate, où elle croit en rien, et à fur et à mesure que l'histoire se déroule, on peut sentir les choses qu'elle ressent. C'est assez palpable. Bon, après, l'exorcisme en lui-même d'Emily Rose, comme je disais tout à l'heure, on n'a pas le choix d'y croire, qui est assez dommage. Euh, et la scène d'ailleurs de l'exorcisme est assez impactante, malgré tout là-dessus, sans être ridicule et sans artifice. Hein. C'est pas comme dans l'exorciste, hein. Il n'y a pas de tête qui tourne. Alors attention, hein, j'adore l'exorciste, hein. C'est un de mes films préférés, voire même mon film préféré. Mais grâce à l'actrice, Jennifer Carpenter, elle nous arrive à faire croire à tout ça sans effets spéciaux, car elle est contorsionniste et ça se voit. Et c'est assez impressionnant d'ailleurs, et ses mimiques faciales également. Donc, tout est parfait, mais non, j'ai trouvé un point faible,
car Sly, il est pénible pour ça. Il faut toujours qu'il trouve un point faible. J'en ai trouvé qu'un, donc ça va. Je trouve que j'ai été généreux là-dessus. Donc, et j'en ai parlé peut-être un instant. Le seul point faible que j'ai trouvé, qui est le même d'ailleurs que The Entity, l'emprise que j'ai fait vidéo le mois dernier, je crois, c'est qu'on ne nous laisse pas le choix. Voilà, on ne réfléchit pas par nous-mêmes. On nous dit si, allez, possédez. Et ce qui est dommage, j'aurais aimé encore une fois qu'on me laisse le choix. En plus que c'était le genre de film où on pouvait nous laisser croire à ce qu'on voulait. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez, c'est Hollywood. Et Hollywood, il faut bien raconter quelque chose avec des images impactantes. Et l'exorcisme d'Emily Rose n'a pas échappé à la règle. Alors, en regardant le film et en cherchant un petit peu visuellement, dès le début du film, donc au générique, on voit donc le barbelé avec du sang. On en parle d'ailleurs un peu dans le film. Et en cherchant bien, en réfléchissant bien, donc, la scène du début, donc avec le sang coulé donc sur le barbelé, me fait penser à la couronne d'épines du Christ. Et oui, comme je le disais tout à l'heure, le réalisateur, sûrement à l'époque, était religieux. Euh, C'était pas anodin de voir ce barbelé et donc les gouttes de sang couler. Alors en effet, c'est peut-être une imagination de ma part, où je vais trop loin dans la façon de voir les choses, mais vous avez pu constater dans l'image que ça fait vraiment penser à ça. Quelques minutes après le générique, nous voyons donc un prêtre, un curé arriver avec un pas nonchalant et non sécurisant devant cette maison et on entend des bourdonnements. À mes souvenirs, il regarde vers sa droite et en direction d'un cabanon abandonné, nous voyons un nid de frelons. La caméra insiste bien en moins pendant 20 secondes sur ce nid. Je me suis dit pourquoi. Et en m'y intéressant, en cherchant on va dire cette image qui peut représenter les nids de frelons ou de guêpes sur la Bible, l'image est qu'en fin de compte, le nid de frelons et les guêpes représentent la capacité à défendre leur nid, qui voudrait dire à défendre leur communauté quelque part, et qui est un symbole de courage et de force. Donc le courage, le prêtre arrive avec ses symboliques et qui représente également donc ces symboliques la force. Encore une fois, serais-je mon imagination débordante? Allez, on continue. La possession donc d'Emily Rose est représentée dans le film comme un stigmate. Alors là, je vais être obligé de spoiler un peu, je suis désolé. Elle aurait été choisie par Dieu afin donc de prouver au monde entier que la possession existe. D'ailleurs, la scène de la Vierge Marie lui donnant le choix entre mourir pour ne plus souffrir ou alors de continuer comme martyr afin de prouver l'existence du mal qui, par amour de la religion, Emily Rose décide de continuer d'être martyr. C'est quand même un message fort. Et pendant le film, pendant le procès, on apprend qu'elle est morte à 19 ans. Alors on y reviendra tout à l'heure, alors que c'est pas du tout ça dans la vraie histoire. Elle est morte bien des années quelques années plus tard, on va dire. Alors pourquoi le chiffre 19? Donc ma curiosité m'a fait aller vers ces symboliques. Et oui. Donc le chiffre 19 symbolise donc dans le côté biblique. Donc ça symbolise généralement la foi, je cite, mais plus précisément une foi extraordinaire, celle que peu possède. Encore une fois, c'est pas anodin. L'avocate se réveille 2-3 fois à 3 heures du matin, donc ça a été également invoqué dans le film Amityville, la maison du diable. 1 heure, donc signifiant que le diable provoque et cherche à corrompre ce qui est sacré. La fin du film, où donc l'avocate retourne son radio réveil
Et l'heure est stipulée à 11h14. Alors pourquoi 11h14? Pourquoi pas 11h, 11h10, 11h15? Alors j'ai regardé, et encore une signification. Signification de l'ange Léaïa, représentant la discipline constructive, la loyauté envers ses valeurs et un sens élevé de la justice, qui correspond bien à l'évolution de l'avocate, car l'avocate du prêtre, qui se perdait au début, elle prenait juste cette histoire pour essayer d'avoir un nom, à fur et à mesure de l'histoire, sans y croire forcément, a pris de l'assurance et on voit bien qu'à la fin, elle retrouve un peu également, on va dire, cette foi de défendre euh, et surtout de défendre des valeurs euh, et d'être le plus juste possible. Voilà ce qu'il en est donc de ces petits signes que j'ai pu constater en regardant le film. Et on va passer à l'étape suivante. C'est parti, on y va pour les différences entre la réalité et la fiction. Il y en a quand même pas mal. On va commencer par Emily Rose. Emily Rose est une étudiante américaine dans le film. En réalité, Annelies est une jeune Allemande. Plus facile à mon avis et donc à établir l'histoire, à la situer donc aux États-Unis sûrement par rapport au système judiciaire qui est plus facile à raconter. Ensuite, le procès est très médiatisé, qui se transforme en débat moral et spirituel pour romancer l'histoire. Euh, voilà, on dit pourquoi pas. Vous êtes qui pour dire que après tout, est-ce que cela pourrait exister? Pourquoi la science aurait raison par rapport aux croyances, etc., etc. En réalité, le procès n'était pas du tout aussi centralisé que ça, en fait. Et oui, donc dans le film c'est très médiatisé, c'est normal, c'est pour romancer l'histoire, tandis que dans la réalité, je ne veux pas dire qu'il n'a pas tant existé que ça le procès, mais on n'en a pas autant parlé. Et surtout que l'avocat dans le film est une pure fiction. Allez, on continue. Dans le film, elle est possédée donc par 6 démons. Là, pour le coup, Annelies disait être possédée par plusieurs figures démoniaques qui correspondent. Alors, elle ne dit pas le nombre exact, mais ça se rapproche quand même du film, mais sans aucune preuve objective. Tandis que la scène de l'exorcisme dans le hangar bah, prouve bien qu'elle est possédée. On ne va pas revenir là-dessus. C'est comme dans l'emprise, comme je disais tout à l'heure, les manifestations n'étaient pas aussi spectaculaires dans les réalités, mais cependant, et je vous invite à l'écouter à la limite après cette vidéo, vous allez sur YouTube également et vous pouvez entendre les enregistrements de ces vrais exorcismes. Et ça fait flipper, quoi. Honnêtement, ça fait flipper. Il y en a même un où vous avez le sous-titrage. Bon, parfois c'est incohérent, mais ça fait flipper. Dans le film, on se pose la question possession ou maladie? Et oui, tandis que dans la réalité, Annelies avait été diagnostiquée jeune note avec une épilepsie du lobe temporel avec troubles psychotiques. Voilà, l'histoire est réglée. Elle était vraiment malade, malheureusement. Dans le film, Emily meurt en refusant un traitement médical, presque en se sacrifiant, je dirais même qu'elle s'est sacrifiée. Dans la réalité, elle est morte de malnutrition et de déshydratation après 67 séances d'exorcisme. C'est énorme. Dans le film, donc, comme je disais tout à l'heure, Emily meurt à 19 ans. Dans les réalités, Annelies meurt à 23 ans. Dans le film, le verdict est un verdict symbolique. Encore une fois, je vais être obligé de spoiler. En gros, le prêtre est coupable, mais libéré. Dans les réalités,
Les parents et les prêtres sont condamnés par homicide involontaire avec une peine légère, quand même, qui est assez moyen. Donc on va résumer tout ça. Donc, en résumé, le film va faire un drame surnaturel sur la philosophie, sur la foi contre la science, un peu dans le même genre que l'emprise. Mais la réalité est sans appel. Hein. Cette histoire est plutôt une tragédie humaine liée à la maladie mentale mal prise en charge. L'exorcisme d'Emily Rose plane constamment sur le doute et valorise quand même une idée que la foi gagne sur la science. Mais en réalité, Anneliès est cité comme un drame tragique sur la dérive religieuse et de la négligence médicale. Voilà ce que je pouvais en dire de ce film. Si vous ne l'avez pas découvert, allez-y. Si vous l'avez vu il y a très longtemps, c'est peut-être l'occasion de le revoir et de me dire ce que vous en pensez sur tout ce que j'ai cité. En tous les cas, j'étais très heureux de faire cette vidéo sur un film qui me tient à cœur, comme je disais tout à l'heure. J'ai dans mon classement en top numéro 1 L'Exorciste et en deuxième L'Exorcisme d'Emily Rose, tout du moins dans les films de possession. Il ne me reste plus qu'à vous dire une bonne soirée, un bon week-end et bisous bisous, ciao ciao, à la prochaine.